Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver sur un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. 13e semaine de NFL, semaine un petit peu particulière parce qu'il y a eu Thanksgiving, vous l'avez certainement vécu avec nous notamment. Il y a eu des matchs jeudi, des matchs vendredi, il y a déjà eu beaucoup de débriefs. Il y a eu un débrief des affiches aussi hier. Vous avez entendu parler avec Raph et Victor de l'AFC Sud, notamment du retour des Texans, de la défaite surprise des Rams aussi. Eh bien, on est ensemble aujourd'hui pour parler de tous les autres matchs de cette 13e semaine. Les matchs de Thanksgiving sont sur un autre podcast aussi, hein. N'hésitez pas si vous l'avez loupé, vous pouvez le rattraper. Le match de vendredi du Black Friday est habituellement sur le podcast aussi débrief du fauteuil. Donc vous avez tous les matchs. Mais aujourd'hui, on va parler des 9 derniers matchs. Et pour cela, comme tous les mardis et comme hier, je suis avec Raphaël Masméjean. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Bah, ça va très bien. Vous avez parlé de la défaite surprise, je l'ai dit des Rams hier. Hmm. Aujourd'hui, on se le disait, il y a quelques matchs sympas, il n'y a pas de grosses surprises. On rentre dans des matchs, des semaines où certaines équipes commencent à confirmer dans le bien ou dans le mauvais. Il y a quand même des choses à dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes surprises, on va dire. Non, il n'y a pas d'énorme surprise. Faut dire que Thanksgiving nous avait réservé tous les favoris perdants, donc il y avait peut-être assez pour la semaine avec jeudi. C'est vrai que ces trois-là, les trois matchs, il y a eu trois surprises quasiment, on peut le dire, à Thanksgiving. Donc c'est vrai que et voire même quatre, parce que si on inclut le match du Hmm. vendredi. Donc c'est vrai que là, il y a un peu moins de surprises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à dire, parce que je l'ai dit, on va évoquer notamment des Vikings qui sont à la dérive, des Bills qui ont décidé de courir un petit peu sur tout le monde, et ça leur va plutôt bien. Mais je te propose qu'on commence par une bataille, la bataille qui se passe tout en haut de l'AFC, une bataille un petit peu surprenante entre deux équipes. On va en parler. On va d'ailleurs commencer par le match le plus fou peut-être du week-end, en tout cas de ce dimanche lundi. Le podcast Jean Actu épisode 947, c'est tout de suite. Et je l'ai dit, on commence en effet par ce qui était peut-être le scénario le plus fou de la semaine, la victoire 27-26 des Broncos à Washington. On va l'expliquer un petit peu, mais c'est un succès qui s'est dessiné au bout du bout de la prolongation, même pas du temps réglementaire. Il y a eu de multiples exploits de l'attaque de Washington, notamment pour garder ce match en vie. Ils sont d'abord allés arracher la prolongation à la fin du temps réglementaire, en réussissant pardon, un drive un peu miraculeux. À un moment, il y a eu une 3e et 25 que Marcus Mariota arrive à convertir en deux fois, 3e et 4e. Il y a eu ensuite un touchdown de Denver durant la prolongation. On pensait que ça allait être quasiment fini. Alors on le sait désormais, les touchdowns ne finissent pas les prolongations, mais derrière il faut marquer un touchdown pour au moins continuer le match. Et c'est ce qu'a fait Marcus Mariota, et c'est ce qu'ont fait les Commanders. Ils ont trouvé, Marcus Mariota a trouvé Terry McLaurin dans la end zone sur une 4e tentative, donc on est allé au bout du bout. Et là, Dan Quinn a décidé de jouer la conversion à 2 points. Donc avec un field goal, un extra point, il aurait égalisé dans ce match-là et la prolongation aurait continué. Il restait que quelques minutes. Il a décidé de jouer la conversion à 2 points. Si c'était réussi, c'était une victoire pour les Commanders. Si c'était loupé, c'était une victoire pour les Broncos. Et justement, ça a été une passe qui a été déviée par Nick Bonito, qui a donné la victoire des Broncos. D'abord, Raph, j'ai envie de parler du scénario. Est-ce que tu es d'accord avec la décision de Dan Quinn d'aller chercher cette victoire sur une action? Pourquoi pas? Objectivement, les Commanders sont quand même à 3 victoires, 8 défaites. On sait que ils jouent plus rien cette saison. L'idée, si tout le monde est un peu d'accord, que les joueurs le sentent aussi, l'idée de faire confiance à ces joueurs en attaque, à Mariota qui venait de remonter tout le terrain, l'idée de dire à l'attaque, on finit le boulot. Surtout que mine de rien, il restait 2 minutes 30 en prolongation, donc il y avait quand même si tu fais l'extra point un point, il y avait quand même la probabilité que Denver derrière récupère le ballon et ne le rende jamais aux Commanders pour finir le match sur la prolongation. Bon, moi, je trouve pas le choix déconnant. Je suis vraiment pas scandalisé par ce choix-là en prolongation à ce moment-là. Pour le coup. Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai que pour le coup, avec la situation, ce que les Commanders auraient pu espérer, peut-être c'est un match nul parce qu'il restait pas beaucoup de temps, mais il en restait un peu. Comme tu le dis, les Broncos pouvaient ne jamais leur rendre le ballon, donc éventuellement un match nul, une défaite. Il aurait fallu peut-être un turnover. C'était compliqué. Et Mm. c'est vrai qu'un match nul dans la situation des Commanders ne sert pas à grand-chose. Donc autant aller chercher une victoire, miser sur la confiance. Et c'est vrai que tout était un petit peu à l'arrache, entre guillemets, si je me permets, que ce soit le dernier drive, que ce soit le drive en prolongation. Donc autant aller
chercher sur une action. La défense des Broncos a résisté sur cette fois-là. Le scénario, je l'ai dit, est un peu fou. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les Commanders, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché Dan Quinn, ils n'ont pas lâché, tu l'as dit, ils étaient qu'à 3 victoires, 8 défaites. Et ils continuent avec le cœur, avec ce qu'ils ont de talent, de caractère, d'aller essayer d'embêter des équipes. Oui, oui, oui. La saison, elle est ratée du côté des Commanders d'un point de vue bilan et par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier, la finale de conférence, etc. Là-dessus, il y a pas de doute. Mais comme tu le dis, je pense qu'il faudrait pas non plus, du côté des GM, propriétaires des Commanders, paniquer et tout jeter. Il y a quand même des bases solides. On a mine de rien une attaque qui marche quand même pas trop mal depuis plusieurs semaines, malgré le fait que ce soit Marcus Mariota, et pas le quarterback, Jayden Daniels titulaire comme prévu. On a McLaurin qui revient et on voit que quand McLaurin est quand même, revient en termes de catch décisif, de réception décisive, il apporte un vrai plus. Donc il y a une attaque qui globalement fonctionne bien et qui est une des attaques qui a posé plus de problèmes à la défense de Denver. T'as une défense depuis que Dan Quinn appelle les jeux est beaucoup mieux. Ils sont passés, sur les deux derniers matchs en moyenne, si tu fais la moyenne, ils sont 15e au point encaissé et ils sont, 20e de mémoire sur les yards alors qu'ils étaient dans les, 28 et 31e, dans ces statistiques-là avant que Dan Quinn rappelle les jeux. Donc il y a quand même des éléments et je pense voilà, la saison est ratée, il y a eu des blessures, etc. Maintenant, il faut repartir là-dessus, se dire ok, on a des éléments intéressants, faut construire peut-être un peu plus intelligemment autour, mais, ça serait une erreur de tout cramer en se disant on est en finale l'an dernier et, cette année plus rien ne va, faut tout cramer quoi. Et justement, on l'a dit l'année dernière, il fallait pas s'enflammer parce que la finale c'était pas un leurre, mais c'était une bonne période sur une fin de saison. Là, il faut pas tout cramer. Je suis d'accord avec toi et continuer de jouer avec du caractère, et essayer d'embêter des équipes. On va parler un petit peu de Denver parce que je l'ai dit, il y a une bataille en haut de l'AFC parce qu'on va parler des Patriots tout à l'heure. Les Broncos sont parmi les meilleures équipes de cette conférence. Ils sont à 10 victoires, 2 défaites. Sur ce match-là, ça a été un petit peu difficile offensivement notamment. Est-ce que c'est du fait du play call de Dan Quinn, tu l'as dit, qui a repris la défense des Commanders, ce qui est plutôt solide? Est-ce qu'il faut un peu plus s'inquiéter? En fait, en somme, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Denver, est-ce qu'on y croit? C'est une bonne question. Je, alors, j'ai envie de croire en Denver dans le sens où on a quand même déjà vu par le passé des équipes NFL qui vont loin avec une excellente défense et un quarterback décisif dans les moments chauds. Et s'il y a une chose qu'on peut partir à l'attaque de Denver et à Bonix notamment, c'est d'avoir un vrai sang-froid et être extrêmement décisif dans les derniers instants. Il y a ce dernier drive avant la mi-temps où il reste moins de 2 minutes, où il remonte tout le terrain pour aller chercher un touchdown et passer devant au score, où il enchaîne 7 passes, où tu dis, ok, ben, il est où ce Bonix tout le reste du match? Il y a ce drive en prolongation où il n'y a pas de panique. Les passes sont enchaînées. Alors, il y a une grosse réception d'Evan Engram qui fait la différence, mais malgré tout, Nix panique pas. Et donc, je pense que quand tu arrives à avoir ces atouts-là, tu peux espérer faire quelque chose. Donc, je pense qu'on peut y croire pour Denver. Après, c'est sûr, ça manque toujours de régularité et c'est toujours un peu ric-rac. C'est quoi le plancher de cette équipe de Denver? On la voit là en difficulté face à une équipe des Commanders qui est bonne, en tout cas qui est pas, qui est un peu meilleure que ce qu'indique le bilan. C'est pas non plus un cas d'or de cette NFL actuellement parce qu'il y a eu des défaites. On rappelle les Commanders, ils sortaient d'une défaite face aux Dolphins. C'est quoi le plancher des Broncos qui arrivent à gagner, notamment grâce à leur défense, mais qui parfois inquiète un petit peu sur certaines phases, en tout cas qui posent question et ils sont à 10-2. Qu'est-ce qu'on en pense du plancher de cette équipe? Bah, est-ce que le plancher, c'est pas ce qu'on voit en fait? Enfin, moi, j'ai un peu envie de croire que finalement, ouais, ils sont sur leur plancher. C'est le niveau de cette équipe, c'est cette grosse défense qui va t'arracher des matchs. C'est un quarterback, décisif et précis par séquence qui te permet d'avoir 10 victoires. Et pour moi, c'est le passage d'un cap en attaque qui peut te faire espérer aller bien au-delà en termes de bilan. Mais à l'heure actuelle, entre ce qu'ils ont montré l'an dernier et les progrès de cette saison, moi, j'ai le sentiment que le plancher, il est là en fait maintenant pour Denver. C'est Ouais, on fait un podcast un petit peu BTP, hein, on sort du bâtiment, on a parlé du plancher. Le plafond, désormais, c'est quoi? Parce qu'on part des bases, on fait le ouais. plancher, on fait un peu, tu vois, on fait un peu de maçonnerie, on met un plancher chauffant, un peu pour que ça soit sympa, il y a 10-2, mais on veut le plafond, on veut de la hauteur sous plafond, on veut aller chercher, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'on va chercher une grande hauteur sur plafond, un bâtiment haussmannien, une victoire, ou est-ce qu'on va chercher, bon, un plafond qui a une place en playoff, une défaite, est-ce qu'on va chercher la bye week? C'est quoi le plafond, toi, Raph, le BTP? Bah, là, le plafond, vu le contexte, je pense qu'ils peuvent pas viser moins que la première place en AFC. Enfin, ça serait fou de dire autre chose, vu leur position.
Et je pense que le plafond de cette équipe, à mon sens, hein, avec ce que montre Bonix à l'heure actuelle et les soucis de l'attaque, qui est pas une attaque assez bonne, pour moi, leur plafond, c'est un peu à divisional, finale de conf, suivant comment ça se passe. J'ai du mal à les voir gagner 3 matchs en playoff dans la dureté des playoffs sans une attaque qui se bouscule un peu. Par contre, on n'en a pas parlé, mais il y a cette défense, on l'a évoqué un petit peu. Il y a quand même cette défense qui est élite. C'est peut-être la meilleure défense de la ligue. Alors certes, elle prend 26 points là contre les Commanders, mais on l'a dit, tout était un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de réussite parce que la ligne est très solide. Pat Surtain est revenu dans ce match-là. Il y a Nick Bonito qui fait l'action qu'il faut sur cette fin de match. Il y a un bon play calling aussi. Cette défense-là, elle est impressionnante et c'est ça qui va le porter. Tu le disais. C'est ce qui peut les porter. D'ailleurs, la dernière fois que les Broncos ont gagné au Super Bowl, c'était grâce à une défense élite. Ça y ressemble un petit peu, hein. Ça y ressemble un petit peu et franchement, je pense que le Bonix de cette année est meilleur que le Peyton Manning de sa dernière année. Il est Alors, pas moins bon en tout Pey- cas. il est pas moins bon. Peyton Manning est clairement, au moins, avait fait une campagne de playoff sans erreur, ce qui n'avait pas coûté. Et là-dessus, on verra Bonix parce que ça va être un test pour lui de pas faire d'erreur en playoff, clairement. Mais c'est vrai que oui, ça y ressemble et en ce sens, t'as raison. Ils peuvent même peut-être prétendre au, ils peuvent, vu la NFL actuelle, en vrai, ils peuvent prétendre au Super Bowl. Franchement. Avec cette défense-là, qui enregistre, ouais, tu l'as dit, les retours de Pat Surtain, il y a même Alex Singleton au poste de linebacker qui est revenu. Enfin, Dre Greenlaw peut enfin enchaîner quelques matchs au poste de linebacker. Il avait manqué la première partie de saison. Non, non, ils ont l'air d'avoir tout le monde en forme au bon moment. Donc, très grosse défense, c'est certain. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'an passé, ils ont réussi à aller accrocher cette wild card. Alors certes, ils ont perdu assez largement face aux Bills, on s'en rappelle, une défaite assez large, mais on le disait, l'année dernière, ils ne pouvaient pas espérer grand-chose. Alors il peut toujours avoir un exploit en playoff, mais ils ne pouvaient pas espérer grand-chose. Mais par contre, ça fait de l'expérience pour une équipe un Bonix qui a déjà fait un match de playoff, qui était rookie l'année dernière, qui a déjà fait un match de playoff, qui sait comment l'aborder désormais, qui sait aussi quelles erreurs ne pas faire. Et là, quand ils vont aborder un match qui sera peut-être à domicile désormais, s'ils gagnent leur division, ben, ça a l'expérience de l'année dernière. On se rappelle les Eagles, il y a quelques années, avant d'aller au Super Bowl, ils avaient fait un match face aux Buccaneers, notamment de Tom Brady. Ils avaient perdu, mais ça apporte de l'expérience à un Jalen Hurts, ça avait apporté ça. Donc c'est là où le match de l'an dernier peut servir. Là où l'an dernier, on se disait c'est bien de se qualifier, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Pas grand-chose. C'est vrai que là, ça peut servir. Et je l'ai dit, ils peuvent la semaine prochaine être en tête de cette AFC parce que là, ils sont à 10-2, c'est du virtuel, bien entendu. Les Patriots, on va en parler, sont eux à 11-2. Les Patriots seront en repos la semaine prochaine. Je continue de dire l'année prochaine, mais c'est bien la semaine prochaine. Ils seront en repos la semaine prochaine. Une victoire des Broncos les ferait arriver à égalité. Alors après, sur le tiebreaker, je ne sais pas exactement ce que ce sera. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas, virtuellement, il y a possibilité pour les Broncos, Mm. à la fin de la semaine 14, donc, d'être premier de l'AFC. Ça, on ne l'avait pas vu venir. Non, on l'avait pas vu venir clairement. Déjà, accrocher à nouveau les playoffs, c'était considéré comme une belle saison a priori pour Denver. Là, c'est plus qu'accrocher les playoffs, c'est tête de la AFC potentielle. Donc, on l'avait pas vu venir. Et tu me permettras d'ajouter, on sait qu'en plus, jouer à Denver, c'est pas facile pour tous les joueurs. C'est un stade en haute altitude. Il y a tous les ans, il y a des joueurs NFL qui expliquent que le match à Denver, ils le sentent passer parce que l'effort est plus intense, l'effort est plus compliqué, mine de rien. Denver, faudra aller les chercher à la maison si jamais ils sont tête de série numéro un, ça sera pas simple pour tout le monde. Et puis Denver en janvier et en février, tu l'as dit, on est à altitude. C'est plutôt sympa comme température dans le Colorado, donc c'est plutôt pas mal. Et je l'ai dit, du coup, les Broncos sont à la course, en tout cas dans la course pour cette tête de l'AFC. Mais pour l'instant, l'équipe qui est en tête de la conférence, ce sont bien les Patriots. Ils la dominent pour l'instant et pour eux, ils ont joué lors du Monday Night Football et ça n'a été quasiment qu'une formalité. New England continue de caracoler, donc en tête avec un succès cette fois sur les Giants, 33-15. Les partenaires de Drake May ont fait le travail dès la première période, hein. Il y avait une avance de 23 points à la mi-temps. Ils ont dominé quasiment toutes les phases de jeu, hein. 395 yards gagnés en attaque, une défense qui a annihilé le retour de Jackson Darts, des équipes spéciales qui ont notamment marqué un touchdown sur retour de punt et qui ont provoqué un turnover aussi. L'an dernier, Raphaël, ces deux équipes-là, les Patriots et les Giants, ils se battaient pour un haut choix de draft. Et d'ailleurs, les Giants ont choisi troisième, les Patriots ont choisi quatrième lors de la draft qui vient de passer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a deux, voire trois classes d'écart quand même entre ces deux équipes. Oui, oui, il y a deux, trois classes d'écart.
Il y a un coaching du côté des Patriots qui est infiniment meilleur que celui des Giants. Alors c'est un peu facile de la taper sur celui des Giants parce que c'est un coaching à moitié intérimaire. Donc bon, et les gars n'étaient pas forcément prévus pour être là à ce moment-là de leur carrière. Donc soyons peut-être pas trop durs, mais en tout cas Mike Vrabel est un très bon coach et ce qui n'est pas le cas du côté des Giants. Et au-delà de ces drafts, t'as une équipe des Patriots qui s'est reconstruite à une vitesse énorme et qui a fait quasiment que des hits, j'ai envie de dire, que ce soit à la free agency ou à la draft. Spillane et Ellis, les linebackers par exemple, on les a vus sur ce match, ont brillé encore une fois. C'était deux recrues de l'intersaison. Will Campbell, le rookie, avant sa blessure, est un excellent left tackle. Stephon Diggs, Enfin, non, non, Stephon Diggs apporte, ouais, tout a Darnell Savage réussi. aussi, c'est vrai. Tous les choix de l'intersaison des Patriots, que ce soit coaching ou joueur, ont pour le moment réussi. Donc du coup, quand tu mélanges un jeune quarterback qui explose, un super coaching et que des bonnes recrues, bah mécaniquement, avec en plus un calendrier qui est un peu plus abordable que d'autres équipes, etc., une ligue, une AFC qui se cherche, bah les mecs en profitent pour gagner en confiance et pour devenir absolument assez impeccable, parce que tu l'as dit en intro, mais toutes les phases de jeu étaient excellentes du côté des Patriots. Oui, ça ressemble à une équipe de Bill Belichick. On le disait souvent, Bill Belichick, il avait le détail, il avait ce sens du détail, notamment sur les équipes spéciales. Il fallait que la défense soit très bonne, elle a souvent été. L'attaque était toujours forcément au top ou presque avec Tom Brady. Et c'est vrai que ça y ressemble, mais il y a un petit peu d'évolution. Il y a un petit peu plus de tentatives sur quatrième Hmm. tentative. C'est un peu du Bill Belichick 2.0, un peu plus moderne du Bill Belichick dans cette NFL 2025. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle ressemble à McVrabel. C'est une équipe qui est très physique. On se rappelle des Titans de McVrabel qui étaient très physiques. Ils le sont aussi. On a vu là des hits, beaucoup de choses très intéressantes en termes de physique. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir voyager. Alors oui, le calendrier, tu l'as dit, est très moyen depuis le début de la saison. Maintenant, ils jouent les équipes qu'ils ont en face d'eux. Et ce qui est bien aussi, c'est que les mauvaises équipes, ils les battent plus simplement Ouais. difficilement, ou voire ils perdent, parce qu'on rappelle, ils ont perdu contre les Raiders en début de saison. Mais ils les battent très largement. Et ça montre l'évolution au cours de la saison d'une équipe comme des Patriots. Oui, t'as raison. Ça montre l'évolution au cours de la saison. Tu le dis, on a un Mike Vrabel qui a apporté cette identité agressive, mais je trouve même Vrabel dans sa façon de coacher, t'as dit, il prend plus de risques. Je trouve que c'est un Mike Vrabel 2.0 par rapport à celui des Titans. Il est beaucoup plus agressif. Alors peut-être qu'aussi il se sent plus en confiance, notamment je pense sur les phases d'attaque avec Josh McDaniels pour tenter encore plus que ce qu'il ne tentait chez les Titans, par exemple avec Arthur Smith. Peut-être que McDaniels lui apporte un supplément là-dessus, il y a pas à en douter. Mais oui, Vrabel, je pense, a bien retenu quelques-unes de ses erreurs de son premier passage chez les Titans pour encore améliorer son coaching. Et tu vois que l'équipe est à fond. Et même quand il menait 30-7 contre les Giants, ça continue à mettre des cartons sur les joueurs des Giants. Ça lâchait absolument rien. Non, non, il a fait un énorme boulot avec une équipe quand même qui sortait. Alors, ils ont renouvelé une bonne partie de l'effectif, hein, mais tu as quand même une partie de cet effectif qui enchaînait les saisons pourries. Tout le monde, c'est un sacré taf et il n'y a pas grand-chose à redire sur cette équipe des Patriots, à part si on veut vraiment être tatillon, il y a toujours quand même ces petits soucis en red zone, où ça manque peut-être de touchdown en red zone, où vraiment là, si on veut encore passer au niveau au-dessus, il va falloir être un peu plus précis là-dessus. Je suis d'accord, pour moi, il y a deux petits alors, red flags, comme on peut dire, mais c'est vrai que c'est cette red zone-là, cette zone rouge, c'est 20 derniers yards. Et puis, il y a l'absence de Milton Williams. Alors là, c'est pas Mhm, forcément du fait c'est des vrai. Patriots, mais c'est la blessure du lineman défensif qui faisait beaucoup de bien contre la course. Et on le voit depuis qu'il est absent, ça fait 2 semaines. Mhm, Il y a un petit peu plus de latitude pour les adversaires pour aller à la course. Là, les Giants, notamment Devin Singletary et Tyron Tracy Jr., ont gagné un peu plus de yards à la course. Donc, à surveiller, mais ça marche très bien. Côté Giants, en revanche, Jackson Dart est revenu, on l'a dit, et ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il était absent pour commotion, et beaucoup de discussions étaient sur le fait qu'il fallait qu'il se protège, qu'il apprenne à se protéger, c'est un jeune quarterback. On n'a pas l'impression qu'il apprenne de ses leçons, notamment ce hit qu'il prend face aux Patriots, on l'a dit très physique, ce hit qu'il prend sur la ligne de touche, si vous l'avez vu, vous comprenez, ça a donné en plus un peu d'esclandre derrière. Il se protège pas, Jackson Dart, va falloir le coacher quand même sur ça, parce que il est plutôt bon ou correct, et c'est surtout si c'est le mhm. quarterback du futur, il faudrait pas que ça devienne un quarterback qui est plus sur le banc ou dans la tente bleue que sur le terrain. C'est sûr que là, s'il continue comme ça, sa carrière va durer 3 ans au mieux. C'est une certitude. Il prend beaucoup trop de coups. C'est pas intelligent. Là, il doit sur le carton que tu mentionnes, il doit sortir bien avant en touche et absolument ne pas prendre de ce risque-là. Enfin, il se fait punir. Alors, je sais pas à quel point.
Et c'est là où, comme tu dis, l'importance du prochain coach, de vraiment lui mettre ça en tête, lui dire, écoute, t'es la pièce maîtresse de notre équipe, enfin, faut arrêter. Oui, tu peux sortir des fois, faire des scrambles, machin, mais juste apprends à mieux lire le jeu et limite le risque. Et ça va être une de ces marches de progression parce que, comme tu le dis, je trouve que si on arrive à le faire progresser là-dessus et du coup à un peu à viabiliser sa durabilité, on va dire ça comme ça, c'est quand même pas inintéressant ce qu'il propose comme jeune quarterback. Je trouve il y a vraiment des séquences à la passe où il va chercher des passes extrêmement compliquées, que ce soit dans la poche ou des passes en mouvement. Il apporte clairement un dynamisme à son équipe et à son attaque. Avec ce qu'il a autour de lui, moi je trouve que souvent, quand il est titulaire, l'attaque des Giants, c'est jamais ridicule. Elle est parfois limitée par le talent, parfois en difficulté, il n'y a pas de doute. Mais moi, j'ai le sentiment quand même que New York s'est trouvé son quarterback du futur, modulo à une énième commotion qui te laisse hors terrain, quoi, bien sûr. Ouais, il va falloir le coacher. Ça reste tout de même la septième défaite consécutive des Giants. Avec un petit mot aussi sur Adou Carter, on parlait de draft tout à l'heure. Il a été mis sur le banc pour commencer le match. Il a été sanctionné. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, peut-être un retard lors d'un briefing ou quelque chose, mais ça montre aussi qu'il n'est pas encore tout à fait mature. Le lineman défensif, c'est à surveiller. Les Giants qui seront en semaine de repos la semaine prochaine, ils joueront face aux Commanders en semaine 15. Donc, tout comme les Patriots qui ont cette semaine de repos assez tard, on en a parlé tout à l'heure. Et eux recevront les Bills en semaine 15, donc ça sera un très gros match pour peut-être décider définitivement à minima de l'AFC Est. On verra cela. Parce que les Bills, eux, ils continuent, en tout cas, ils retrouvent le chemin de la victoire. J'allais dire, ils continuent de gagner. Non, ils s'étaient inclinés. Ils retrouvent le chemin de la victoire. Et c'est un peu la performance au sol de la semaine. Elle est pour les Bills. C'était à Pittsburgh. Ils se sont imposés 26-7 avec pas moins de 249 yards à la course. Les visiteurs de Buffalo ont été portés par James Cook et Josh Allen notamment. Ils ont dominé la rencontre pendant laquelle les Steelers n'ont gagné que 166 yards. Raph, l'identité des Bills, elle est peut-être là, non? C'est sur la course, la course, la course. Josh Allen est MVP l'an dernier, il a beaucoup lancé, mais c'est quand même là, on le dit depuis plusieurs semaines quand même, c'est quand même là qu'ils doivent aller chercher les victoires et un potentiel Super Bowl. Oui, clairement, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle un peu, où on dit que cette année, James Cook est peut-être l'atout numéro un bis, on va dire, des Bills avec Josh Allen, parce que Josh Allen, joueur à part, etc., bien sûr, il y a pas de souci, mais James Cook semble être le seul joueur dans cette attaque, en dehors de James Allen, à pouvoir apporter ce supplément sur les actions et sur les jeux, cette capacité à casser des plaquages. Là, sur ce match, si je dis pas de bêtises, il casse 6 plaquages, il est à 84 yards après contact, enfin, il a vraiment cette capacité ouais, à faire avancer le ballon, faire avancer les chaînes. Il est à la fois capable de gagner des first downs sur des petits gains, mais je trouve aussi il est vraiment explosif sur certaines courses. Il est capable de faire beaucoup de courses de plus de 10 yards, etc. Donc il faut que Buffalo, tant que au poste de receveur ça reste un peu compliqué, tant que l'attaque arrive peut-être pas à se débrider dans le jeu aérien, il faut assumer qui ils sont, assumer cette identité au sol. Et en plus ils le font bien parce que bien sûr, James Cook court très bien, mais je trouve que quand on regarde dans le détail les courses, il y a beaucoup de courses entre les tackles de la part de James Cook. Donc c'est quand même, quand tu cours entre les tackles, c'est vraiment que ta ligne offensive écrabouille la ligne défensive adverse en la martyrisant et en ouvrant des brèches. Et il profite d'une ligne offensive qui avait pourtant des tackles blessés, etc. Donc Buffalo a une très bonne ligne offensive pour ouvrir des courses. James Cook est un super coureur. Il faut courir. Enfin, il faut arrêter de je pense qu'il faut pas trop se faire trop de nœuds au cerveau, j'ai envie de dire, pour Joe Brady et McDermott cette année. Ça fait en plus une double menace parce que Josh Allen est très bon au sol aussi. Là, c'est 38 yards sur ce match-là. Il marque un touchdown. Mais donc, c'est vrai que ça fait 2 jours. Ça me fait penser un petit peu à ces Ravens d'il y a quelques années où il y avait des receveurs qui étaient moyens, voire en tout cas, il n'y avait pas de receveur qui sortait vraiment du lot. Il y avait éventuellement un tight end ou deux. Là, Dalton Kincaid n'était pas là. Ça ressemble un petit peu à ça avec un Lamar Jackson qui n'allumait pas vraiment dans les airs mais qui courait beaucoup, qui avait un jeu au sol qui marchait. Alors, je parle même de près d'Eric Henry. Et ça, l'identité, elle est peut-être là. Alors après, attention aux pertes de balles parce qu'ils en perdent encore deux dans ce match-là. Ça fait 11 sur les 4 derniers matchs. Mais au moins, la défense, elle a fait le travail. Elle a provoqué aussi des pertes de balles, un fumble. Cette défense-là aussi, sur ce match-là, elle arrive à faire elle arrive à faire le travail. Si elle n'est pas mise trop sous pression, qu'elle n'est pas trop sur le terrain, elle peut être bonne quand même, cette défense. Oui, elle peut être bonne et on a encore eu un très bon match de Joey Bosa qui est vraiment l'ajout intéressant de cette défense depuis l'intersaison. Il est à 5 sacs et 5 fumbles forcés depuis le début de l'année. Il arrive à faire la différence sur des actions clés et d'ailleurs c'était un peu pour ça qu'il a été recruté, qu'il était attendu du côté de Buffalo, faire ses actions clés.
On espérait que ce soit peut-être plus en playoff qu'en saison, en galérant un peu, mais bon, peu importe à la fin. Donc je te rejoins, cette défense, quand elle passe pas trop de temps sur le terrain, elle arrive à être pas trop mal. Donc il va falloir que Buffalo maîtrise le tempo pour faire respirer sa défense et éviter la pression dessus. Ça me paraît pas infaisable, ils savent le faire. C'est pas la première fois hein, cette année qu'ils gagnent en courant. Alors peut-être pas autant que cette semaine, mais c'est pas la première fois de l'année qu'ils gagnent en courant beaucoup. Donc ça semble être clairement la recette du succès pour Buffalo. Après, cette semaine, on l'a dit, c'était un petit peu particulier. Il sortait d'une défaite un petit peu frustrante face aux Texans où Josh Allen s'était fait saquer 8 fois. Il manquait les deux Mm. tackles, tu l'as dit, c'était deux tackles remplaçants, donc peut-être un peu moins lancés. Et puis, il y avait beaucoup de vent aussi à Pittsburgh, apparemment, ce qui a empêché peut-être de développer le jeu aérien, mais qui montre que le jeu au sol fonctionne très bien. Du côté des Steelers, c'est presque catastrophique. On a envie de dire, heureusement que les Ravens perdent parce ils restent accrochés à cette tête. Alors, ils sont plus premiers, ils sont à 6-6, mais les Ravens aussi, mais ils sont sur 5 défaites sur les 7 derniers matchs. On a l'impression que, bon, déjà, Aaron Rodgers n'est manifestement pas à 100%. Il est sorti, il re-rentre. Il y a très peu de jeux explosifs. Les skills players sont aux amours absents. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, ces Steelers, au regard de ce match-là? Bah, je sais pas, sincèrement, parce que l'idée des Steelers à l'intersaison, c'était quand même de faire venir Aaron Rodgers pour, on va dire, limiter les pertes de balles et gérer tranquillement une attaque couplée avec une très grosse défense. Sauf qu'en fait, cette saison, ils n'ont pas cette très grosse défense. Et du coup, oui, l'attaque, t'as raison, marche pas, il n'y a pas de jeu explosif et il y a des soucis en attaque, ça c'est indéniable. Mais je pense que il aurait fallu pour que ça se soit un peu couvert que la défense soit au niveau de l'an dernier. Et comme c'est pas le cas, bah, tout s'effondre. Et cette défense, moi je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est TJ Watt hein, qui s'en plaignait en conférence de presse, mais qui expliquait qu'il comprenait pas comment ils avaient pu se faire battre par le même jeu de course en permanence des Bills qui rappelaient tout le temps la même course et la ligne défensive incapable de s'ajuster. Alors, est-ce qu'il y a une critique un peu masquée de son coordinateur défensif? Peut-être, à voir. Mais c'est vrai que je trouve, tu parles de l'attaque et t'as raison, mais faut pas oublier que ça devait être une attaque portée un peu plus par sa défense en quelque sorte, et que là, il y a rien qui va du coup. Et donc, après 12 matchs, moi, je vois pas bien ce qui pourrait changer du côté des Steelers en fait. Ça me fait rire parce que tu le dis, en effet, ce même jeu, pour ceux qui ont regardé la diffusion américaine, c'était Tony Romo qui était le consultant de ce match-là et il le signalait lui-même. Donc c'est vrai que c'était encore plus flagrant. Il disait, ah ben voilà, ça c'est encore le même jeu. Ah ben James Cook, c'est encore le même jeu ah ben coupe à l'intérieur, cut à l'intérieur, c'est encore le même jeu. Et c'est vrai qu'il l'a dit à plusieurs reprises. Et je comprends que TJ Watt, je sais pas s'il a regardé le match après, je pense que si c'est en conférence de presse de suite après, il l'a senti lui-même, mais c'est encore encore plus frustrant, pardon, en effet. Et c'était assez significatif. Pour les Steelers, c'est vrai qu'il y a un calendrier qui est pas facile du tout. Ils sont à 6-6. Ils vont à Baltimore la semaine prochaine. Ça peut décider de la division. Ils vont jouer 2 fois contre les Ravens la semaine prochaine et en dernière journée. Ils vont jouer face aux Dolphins. Ils vont aller à Détroit pour jouer aux Lions. Ils vont aller à Cleveland pour jouer les Browns. Au vu des dynamiques des équipes qu'ils vont affronter et de leur dynamique, c'est vrai que ça paraît compliqué pour la suite. En tout cas, ils ont encore leur destin entre leurs mains. Mais c'est vrai qu'il va falloir un peu se réveiller et notamment cette défense pour les Bills avant d'affronter les Patriots, on l'a dit, dans 2 semaines. Ils vont recevoir les Bengals la semaine prochaine. On prend la direction de la Californie et de l'AFC West désormais avec un duel de division. On parlait des Broncos qui se bataillent pour la tête de l'AFC, mais les Chargers, eux, continuent d'essayer de garder le contact avec ces Broncos dans l'AFC West, en tout cas dans leur division. Ils ont battu les Raiders 31-14, une victoire maîtrisée quand même, malgré une blessure à la main gauche de Justin Herbert, la main c'est pas la main qui lance, mais quand même, il va falloir surveiller ça. Ça a Mm. obligé les Chargers à appuyer au sol. Ils ont gagné 192 yards à la course. Ils ont fait le travail défensivement aussi avec 5 sacs sur Dino Smith. La première chose déjà, c'est surveiller cette main d'Herbert. Il s'est fait opérer hein, rapidement après le match. Il est pour l'instant considéré day-to-day, donc il pourrait jouer la semaine prochaine. Mais on a senti que ça l'avait embêté quand même. Il a mis une protection, un gant assez dur, rigide sur sa main gauche, qui on le rappelle n'est pas la main avec laquelle il lance, mais ça peut gêner. Oui, oui, ça peut gêner. Je sais pas à quel point aussi ça peut créer un peu d'appréhension dans la poche quand il y a la pression de se dire ok, c'est pas ta main de lancer, mais t'as peut-être pas envie de d'abîmer encore plus ta main droite, enfin ta main gauche non plus. Donc, est-ce que ça peut pas forcer à un peu précipiter les lancers alors qu'il a plus de temps? Enfin voilà, ça peut peut-être aussi bousculer quelques trucs là-dessus. Donc c'est vrai que ça va être à surveiller, que ce soit sur sa mobilité, sur son anticipation, sur sa capacité de lancer. C'est pas forcément une bonne nouvelle à ce moment-là de la saison, on va voir, hein, mais bon, au moins ils ont retrouvé la clé au sol.
Ouais, parce que c'est vrai que cette ligne-là, en tout cas sur la protection de passe, bah, ça ne l'aide pas parce que quand on a un quarterback un peu blessé, on voudrait qu'il ne soit pas touché. Et là, c'est vrai qu'il prend 3 sacs et on l'a vu en plus sur certains sacs, essayer d'éviter cette main gauche, qu'elle s'appuie au sol et tout ça. Heureusement qu'il y a des solutions déjà défensives. Et puis au sol, ils étaient 17e au sol avant ce match-là. Ils gagnaient que 115 yards par match. On le rappelle, ils en avaient gagné que 42 face aux Jaguars la semaine dernière. Ça avait été presque catastrophique. Là, je l'ai dit, ils en gagnent plus de 190. Kimani Vidal est plutôt pas mal. Ça, c'est bon ton à rassurer en tout cas. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessures dans ce secteur-là. Najee Harris, Hampton aussi, le rookie. C'est plutôt une bonne performance. Oui, oui, c'est plutôt une bonne performance. Et il y a un Hampton là qui doit sortir de la liste des blessés, donc rapporter peut-être à minima dans les premières semaines de retour un peu un duo avec Vidal, un one-two punch pour redonner un peu d'énergie à ce jeu au sol. Donc c'est de bonnes nouvelles. Après, t'es obligé de demander confirmation dans le sens où il y a à la fois une prestation individuelle de Vidal qui est peut-être un peu hors norme dans le sens sur ce match, il casse 12 plaquages. Je suis pas sûr que tu puisses casser 12 plaquages par match en NFL. Je pense que tu étais Sauf un si tu peu joues au contre les Raiders toutes les semaines. voilà, et du coup, c'était mon deuxième point, c'est que tu joues pas les Raiders toutes les semaines. Donc du coup, le mieux en attaque au sol, oui. On attendra peut-être de le voir quand même face à un poil plus complexe que les Raiders. Et ils jouent les Eagles la semaine prochaine, les Eagles qui ont des soucis pour défendre le sol, hein, on l'a vu vendredi. Hmm. Donc ça peut être une autre solution. Ils sont à 12 sur 17 sur troisième tentative, les Chargers. Ça, c'était une statistique que je voulais donner parce que ça montre aussi qu'ils ont été plutôt bons dans les moments chauds. Et puis, je l'ai dit, ils ont trouvé des solutions défensives. Je voulais juste citer Tuipulotu, le defensive end, qui est à 2 sacs, qui est à 10. Je pense que je trouve que c'est l'un des joueurs, en tout cas l'un des pass rushers les plus sous-cotés de la ligue. Il est très bon, il est au milieu d'une défense qui est bonne et pour le coup, il fait une super saison. Donc c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, les Raiders, on l'a dit, ils se sont fait avoir dans les tranchées. Il n'y a pas grand-chose. Même Max Crosby qui fait des dingueries, on l'a vu faire jeter un joueur au sol alors que le jeu était terminé. Il n'y a pas grand-chose à retirer si ce n'est peut-être le bon match de Brock Bowers, mais c'est un peu l'oasis au milieu du désert. Oui, c'est ça. Brock Bowers est un super joueur. On l'avait découvert sur son année rookie l'an dernier. Il le confirme avec notamment, bah, j'invite tout le monde à aller voir, ceux qui l'ont pas encore vu, cette réception de touchdown absolument incroyable à une main, quasiment au bout du sol. Enfin, on se demande quand il va la chercher. Mais sinon, oui, c'est la seule lumière de cette équipe. Le reste, tout est acheté et ça commence clairement par les tranchées. Enfin, les tranchées et notamment la ligne offensive est tellement catastrophique que tu peux rien proposer avec ça. C'est compliqué. Tu parlais de la réception de Brock Bowers. On n'a pas parlé tout à l'heure de la réception de Burks avec les Commanders. Une réception à une main sur un touchdown. Tu préfères laquelle? Pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, hein. Les deux sont très belles. Bowers, la main gauche quasiment au sol. Burks, c'est un peu Ouais. un revival d'Odell Beckham Jr. Ouais. sur un touchdown. Les deux sont touchdown en plus parce que celle d'Odell Beckham Jr., on s'en rappelle, c'était pas un touchdown. Alors elle est incroyable. Elle est en plus sur une passe très longue. Là, c'est deux touchdowns. Laquelle tu préfères? Ah, peut-être celle de Bowers, parce que celle de Burks, elle est assez impressionnante athlétiquement, tout ça, mais j'ai envie de dire que le Burks est bien positionné par rapport à la balle, alors que Bowers, la balle est pas dans sa ligne de mire, on va dire. Il doit vraiment faire un effort pour se retourner, aller la chercher. Donc peut-être Bowers, et sinon, tu me le demandes pas, mais je te dis Nakua, celle de Puka Nakua cette semaine. Ok, ok, t'as raison. Tu peux la placer. C'est vrai que, allez, moi je vais dire celle de Bowers parce qu'il est grand, il va la chercher très bas. C'est pas évident, mais c'est vrai qu'il y a match cette semaine. On n'a pas eu de surprise comme on le disait, mais on a eu des super actions comme toutes les semaines. Les Raiders, on l'a dit, donc joueront face aux Broncos. Ils recevront les Broncos, les Chargers recevront les Eagles la semaine prochaine. Miami 21, New Orleans 17. Après leur semaine de repos, les Dolphins ont fait le boulot face à un adversaire qui était supposé plus faible. Miami pensait avoir fait le plus dur d'ailleurs avec un 16-0 à la mi-temps. Et puis les Saints sont revenus petit à petit jusqu'à marquer un touchdown dans les 2 dernières minutes. Ils ont eu l'occasion d'égaliser avec une conversion à 2 points. Heureusement pour les Dolphins, Micah Fitzpatrick était là pour intercepter. Il a retourné le ballon de l'autre côté pour un touchdown, mais qui ne donne que 2 points sur une conversion à 2 points, vous le savez. Ça a donné le score de 17-21. D'ailleurs, les Saints dans la foulée ont fait un onside kick qu'ils ont récupéré et ils ont eu l'occasion même d'aller chercher et de gagner ce match-là. C'était pas très beau pour les Dolphins, vous l'aurez compris. Mais au moins ça gagne. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est la troisième victoire consécutive, la quatrième en 5 matchs. Mais ça gagne de manière très difficile face à une équipe qui n'a que 2 victoires. Oui, ça gagne de manière très difficile. Après, c'était du côté du staff des Dolphins. J'ai envie de dire que tu veux peut-être voir le verre à moitié plein, dans le sens que l'équipe revient de très loin. On avait l'impression que c'était en train d'exploser dans tous les sens et que tu arrives à enchaîner des victoires. Alors,
pas forcément très belle, mais au moins tu prends des victoires et ça sécurise un peu tout le monde. Et tu peux, et t'as la confirmation que Devon Achen est très très bien revenu aussi de sa blessure et que vraiment, depuis qu'il est de retour, c'est lui qui porte l'équipe et l'attaque, il y a zéro doute là-dessus. Donc il y a un peu de mieux en défense aussi, je trouve, depuis quelques semaines. Donc tu peux voir le verre à moitié plein, mais je dirais à moitié plein par rapport à d'où tu viens, on va dire, parce que sinon, d'un point de vue hors contexte, c'est pas terrible, non? Je vais poser une question peut-être qui va t'hérisser le poil, mais ils sont à 5 victoires, 5 victoires, 7 défaites. Ils jouent les Jets notamment la semaine prochaine. Ils ont potentiellement une saison à 17 dans les jambes s'ils gagnent les 5 prochains matchs. Est-ce que pour les playoffs, c'est complètement mort dans cette AFC? Non, 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 technique. Enfin, non, c'est Alors statistiquement, oui, c'est pas. statistiquement non, parce que je viens de l'annoncer, mais j'ai envie de savoir sur le terrain, est-ce que pour toi c'est mort? Est-ce que tu es prêt à assurer qu'ils feront pas les playoffs? C'est pas une grosse cote, hein, on va pas se mentir. Non, non, puis j'ai pas tout leur calendrier en tête, Alors, donc je vais te le dire, ah, ils vont à New York la semaine prochaine. ouais. Ils vont ensuite à Pittsburgh. Ils recevront les Bengals. Ils recevront les Buccaneers. Et ils termineront à New England pour jouer les Patriots. Bah du coup non alors. Je vais te dire non parce que sur les 5 que tu m'as énoncés, je vois 2 défaites quasi sûres, voire 3, donc ça sera largement pas assez pour aller Enfin, pour aller en playoff, en gros, pardon, pour aller en playoff, faut qu'ils gagnent les 5 Ouais. et je les vois pas gagner les 5. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ce qu'ils peuvent espérer, c'est peut-être une saison en positif. Et de là où ils viennent, ce serait presque exceptionnel. Là, pour le coup, il faut en gagner que 4 entre guillemets. Donc à voir. Pour les Saints, ils se sont réveillés un petit peu trop tard. Tyler Shough, comment tu l'as trouvé? Il s'est réveillé un petit peu en deuxième mi-temps. Mais c'est dur d'analyser cette équipe des Saints qui, on a l'impression, attend la semaine. Bah, tu vois, j'ai dit la semaine prochaine, alors que cette fois-ci, je voulais dire l'année prochaine. Je pense l'année prochaine, clairement. Écoute, j'ai trouvé que c'était probablement son meilleur match à Taylor Swift. Notamment hein, cette deuxième mi-temps où il a enchaîné pas mal de beaux lancers, pas mal de précision. Alors oui, il y a cette conversion ratée, mais c'était son meilleur match de l'année. Alors après, de là à te dire que c'est le quarterback de l'an prochain, j'en mettrai clairement pas ma main à couper. Mais c'était mieux et bon, ouais, les Saints font ce qu'ils peuvent, quoi. Pff, pas de... L'avantage, c'est qu'au moins, ils auront vu Spencer Rattler en début de saison, ils auront vu Tyler Shough et ils vont certainement avoir un choix de draft assez haut et ils pourront prendre la décision en connaissance de cause en se disant, on a vu Hmm. ce jour-là, on les a vus dans des situations. Est-ce qu'ils prendront la bonne décision? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, ils auront une décision avec beaucoup d'éléments de prix et ça, c'est plutôt pas mal. La semaine prochaine, les Saints iront à Tampa Bay. Les Buccaneers, justement, parlons-en, ils ont résisté au retour des Cardinals en fin de match pour enfin briser la mauvaise dynamique. Un succès 20-17 qui met fin à une série de 3 défaites consécutives pour les Buccaneers. Raph, on a eu un match plutôt rassurant des Buccaneers. En tout cas, il y a eu des choses rassurantes avec le retour de Bucky Irving notamment, qui marque un touchdown au sol, qui fait du bien. L'un des meilleurs matchs de Chris Godwin cette saison. Et la blessure à l'épaule de Baker Mayfield qui semble plutôt aller bien. Voilà les choses rassurantes. Je l'ai dit, 20-17, c'est pas forcément un grand match, mais est-ce qu'on s'accroche à ces espoirs-là? Oui, on s'accroche à ces espoirs-là. On avait dit que cette équipe des Buccaneers semblait manquer un peu de souffle. Et là, les retours de Irving et de Godwin sont pas transcendants, notamment je pense à celui de Godwin. Mais en tout cas, ça apporte quand même un peu plus de variété et d'options en attaque. Et ça semble faire du bien à l'équipe et à l'attaque. Surtout que en face, les Cardinals ont un très mauvais bilan, mais la défense des Cardinals n'est pas non plus mauvaise. C'est pas une mauvaise défense en NFL. Donc, c'est pas une évidence de leur caler 30-40 points et donc je suis pas surpris que Tampa ait un peu galéré aussi en cours de match. Après, et la défense peut-être se rassure, c'est peut-être ça le bon point, j'ai envie de dire, des Buccaneers, c'est que ces dernières semaines, la défense était vraiment aux fraises. Là, la prestation est pas parfaite, notamment en fin de match, je trouve que ça craque un peu quand même, mais c'est quand même plus solide que les dernières semaines, donc c'est quand même positif en termes de dynamique, je trouve. Et je rigole parce que j'imaginais cette défense se faire artiller par Jacoby Brissett parce que lui, c'est vrai que depuis qu'il est là, il envoie des passes de partout. On en a parlé la semaine dernière. Il a encore à 40 passes sur ce match-là. Mais voilà, c'est vrai que les Buccaneers, c'est plutôt pas mal parce que, en tout cas, c'est bien d'avoir gagné parce que on les imaginait en début de saison peut-être gagner la division facilement. Vous en avez parlé hier, les Panthers sont dans leur short, entre guillemets, donc il va pas falloir faire trop d'erreurs. Donc c'est plutôt pas mal. Alors oui, ils battent une équipe qui n'est qu'à 3 victoires, mais quand même.
Après, les Cardinals, eux, c'est leur septième défaite de 4 points ou moins cette saison. Ils sont à 3-9 et sur 9 défaites, ils en ont 7 de. Donc ça montre quand même quelque chose pour les Cardinals qui gagnent 387 yards contre 279. Donc il y a plus de 100 yards de gagner de plus pour les Cardinals qui perdent quand même. C'est vrai que ces Cardinals-là, ils ressemblent peut-être, en tout cas, ils sont peut-être pas au niveau de leur bilan, mais quand même, ils finissent toujours quasiment par perdre. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu ce constat-là. Il y a pas mal de trucs intéressants, de bonnes choses dans cette équipe, la ligne défensive, même je trouve les arrières défensifs, Trey McBride en attaque, t'as des choses. Mais comme tu dis, en fait, ils n'arrivent pas à faire les actions décisives. À chaque fois qu'il faut faire la dernière action, ça rate. Il y a toujours ces pertes de balles. Il y a eu encore un coup de pied raté, un field goal raté sur ce match. De mémoire, c'est déjà le sixième match cette année où il rate un field goal. Enfin, il y a toujours des petits trucs qui foirent. Et sur des matchs à une possession de moins de 4 points, comme tu dis, bah, c'est souvent ça qui fait la différence. Donc la question, quand on est là, souvent, on a envie de dire, c'est celle du coaching. À quel point le coaching est capable d'un peu de remonter les choses ou pas. Jonathan Gannon, après 2 premières saisons intéressantes, là, stagne, voire régresse en troisième. Ouais, dur à analyser pour les Cards. C'est que sa troisième, moi je pensais que c'était sa quatrième, mais c'est oui, en Je crois effet. que c'est ça 3, ouais. Ouais, il part après, après le Super Bowl perdu des Eagles, tu as raison, et il avait réussi à faire progresser l'équipe à chaque fois, mais c'est vrai que là c'est compliqué, et c'est vrai que la fin de saison en tout cas va être assez cruciale pour lui, potentiellement, si ça tourne vinaigre, comme on dit, on peut faire un grand ménage, il peut partir C'est dans ça. le camion Kyler Murray, merci à tous, messieurs, et puis à très vite, ou pas, donc c'est vrai tu l'as dit, il y a une interception aussi de Jacoby Brissett dans les 20 derniers yards, alors c'est pas forcément le problème, Jacoby Brissett, mais il perd des ballons, on le sait, c'est pas non plus un quarterback élite, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je voulais terminer juste ce match-là, ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'en plus, pardon, hein, mais Gannon, je pense qu'il peut payer aussi un peu le côté. On a l'impression que cette année, en fait, les équipes qui trouvent le bon coach gagnent tout de suite. Je pense aux Bears, je pense aux Jaguars, mine de rien, ouais, aux Patriots, mine de rien, si tu remontes à l'an dernier, Mike McDonald du côté des Seahawks, ça enchaîne tout de suite. Et donc, tu as un peu l'impression qu'en fait, il y a un peu une vibe qui a l'air d'être, bah, si tu as le bon coach, en fait, tu vas être en positif directement. Il n'y a pas. Alors, tu vas pas gagner le titre dès la première année, mais tu vas gagner rapidement. Et du coup, Gannon, t'es en année 3 et tu gagnes pas. T'es en bilan négatif. Je pense que ça peut lui coûter un peu. Ouais, ça peut être compliqué pour lui. On le rappelle, l'an dernier, en tout cas il y a 2 ans, c'était 4-13 pour sa première saison, 8-9 sur la saison d'après. On l'imaginait passer en positif cette saison. Il est à 3-9 et c'est sûr qu'ils ne seront pas en positif. Donc c'est vrai que ça peut lui coûter. Je voulais rajouter juste quelque chose, une petite question pour toi, parce que Tristan Wirfs, pardon, le lineman offensif, a capté un touchdown sur ce match-là. C'est plutôt sympa à voir. C'est le deuxième touchdown de Baker Mayfield lancé pour un lineman offensif. Depuis qu'il est arrivé dans la ligue en 2018, il n'y a qu'un quarterback qui l'a fait aussi, qui a 2 touchdowns pour un lineman offensif, parce que de tête comme ça, tu saurais dire qui c'est. Une fois qu'on te dit qui c'est, tu te dis bah oui, bien sûr. Bah, du coup, ça peut être Tom Brady ou Peyton Manning, je Non, sais non, pas, non, un des depuis deux. 2010, depuis 2018, Ah, pardon. depuis 2018, pardon, j'ai pas entendu. Eh ben, Jared Goff, non, avec les linemen des Lions? Ça aurait pu, mais c'est Patrick Ah, Mahomes. C'est Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Ok. Ça colle aussi, ça colle aussi. Deux touchdowns pour des linemen offensifs, donc depuis 2018 un peu, pas depuis je sais pas combien, Tom Brady. Je sais pas si ça se tentait vraiment à l'époque, des choses comme ça, bon, encore que les trick plays, il y en a depuis un moment. Les Buccaneers, je l'ai dit, recevront les Saints la semaine prochaine, les Cardinals recevront des Rams peut-être un petit peu énervés, donc il faudra voir ce que ça donne. Le cauchemar des Vikings continue cette saison. Cette fois, ils reviennent de Seattle avec une lourde défaite, 26-0 dans les valises. Ils étaient sans JJ McCarthy, ils se sont présentés avec une grosse défense comme d'habitude, mais aussi avec Max Brosmer, j'ai même du mal à le dire. C'est un quarterback rookie qui n'a pas été drafté, hein, donc c'est pour ça peut-être que je ne le connais pas. Et je l'ai découvert et ce qui devait arriver arriva, hein. 4 interceptions, dont un pick six, un match offensif proche du néant. La défense a tout fait pour que les Vikings restent dans le match. Ils ont encaissé qu'un touchdown en fin de match. Mais on va parler des Seahawks après, Raph. Mais les Vikings, là, j'ai l'impression qu'ils ont touché le fond quand même en termes de décalage entre la défense et la performance défensive et l'attaque avec ses blessés qui n'avancent pas et il y a 5 pertes Ouais. de balles. Oui, oui, là ils ont touché le fond. Il y a cette statistique avancée qui est le DVOA, Defense Adjusted Value Over Average. Enfin, vous irez pour la définition exacte. Tapez sur Internet, mais qui en gros mesure les performances des équipes à travers plus ou moins 40-50 ans en NFL. Et d'après cette stat, c'est la pire performance offensive de l'histoire, les Vikings. Et franchement, quand tu regardes le match,
t'y crois que c'est la pire performance offensive de l'histoire parce qu'il y a absolument rien qui va. Après, pour le coup, j'ai pas grand monde non plus à accuser. Enfin, le Max Brosmer, comme tu dis, il est non drafté, c'est un rookie qui vient de nulle part et il affronte une des 5 meilleures défenses de la ligue sur son premier match. Ouais, bah ça croule. Dans une attaque qui est déjà dysfonctionnelle depuis le début de la saison, oui, bah c'est la cata quoi. Ouais. C'est la première fois depuis 2007 que les Vikings ne marquent pas un point dans un match. Ça faisait 294 matchs. C'était l'une des plus grandes séries. Il y a encore les Steelers, je crois, et les Packers, il me semble. Il y a encore deux équipes en tout cas, mais 294 matchs, la série s'arrête. Je réfléchissais à l'échelle de la frustration. Je pense que sur l'échelle de la frustration, cette saison en NFL, Brian Flores est peut-être tout en haut. Parce que là Oui, encore, il fait un grand match. Il fait dérailler, en tout cas, il ralentit une attaque qui est l'une des meilleures attaques tout de à fait. NFL aussi. Et il y a quand même cette défaite-là, il y a un 26-0. Comme je l'ai dit, ils prennent qu'un touchdown parce qu'il y en a un autre, c'est sur un pick six. C'est vrai que Brian Flores, c'est compliqué. Et puis, oui, ok, là, c'est Max Brosmer, mais on s'imagine avec JJ McCarthy, on n'a pas l'impression que ça va évoluer. C'est compliqué pour Brian Flores. De l'autre côté, il y a des Seahawks, il y a une ex, Sam Darnold, qui était là. Pour le coup, c'était pas forcément son meilleur match. Lui qui a dit qu'il voulait pas faire un match de revanche, mais il aurait peut-être voulu faire mieux. Il a été embêté. Il prend 4 sacs, dont un fumble notamment. La ligne offensive est pas très bonne. Là, pour les Seahawks, on pense à plus tard, la suite, quand ils vont affronter des défenses un petit peu comme les Vikings. Est-ce que c'est inquiétant un petit peu? Est-ce que c'est à surveiller? C'est à surveiller. Je dirais peut-être pas inquiétant parce que c'est quand même de très loin le plus mauvais match sur la ligne offensive face à une des défenses, un des front seven et même au-delà les plus compliqués à jouer en NFL, celui de Brian Flores avec des blitz masqués, de la pression hyper compliquée. Donc ils ont pris l'eau, comme ils l'ont pas encore pris, on va dire cette année. Donc je dirais plutôt à surveiller pour répondre à ta question. C'est sûr que par contre, si ça se met à s'écrouler comme ça, les espoirs qu'ils peuvent avoir vont vite retomber parce qu'on le sait, Sam Darnold n'est pas un quarterback et il n'y a pas de honte, hein. La plupart des quarterbacks sont pas bons sous pression, mais Sam Darnold est particulièrement pas bon sous pression. Donc c'est un impératif de Seattle, c'est de le mettre dans des bonnes conditions sur la ligne offensive, donc c'est à surveiller. Et on parlait de la frustration de Brian Flores, il connaît bien Sam Darnold, on s'en rappelle l'an dernier, ils étaient dans la même équipe et c'est vrai que cette défense-là, qui d'ailleurs semble être montée encore d'un cran, elle avait subi peut-être le passage à vide de Sam Darnold, notamment en playoff. En revanche, la défense des Seahawks, pour le coup, les Seahawks, c'est la première fois depuis 2015 qu'ils finissent un match sans encaisser de points. Cette défense-là, on a un Ernest Jones, quatrième du nom, qui fait un pick six, qui est incroyable, des Marcus Lawrence qui est très bon, Leonard Williams aussi, Byron Murphy. Cette défense-là, pour le coup, elle est élite. On parlait de Denver et de la défense. Est-ce que la défense des Seahawks s'assoit à la table? Ça fait une grande table, hein, je te l'accorde, mais est-ce qu'elle s'assoit à la table des Broncos? Pour moi, oui. Pour moi, ça soit la table des Broncos avec les Texans. À mon sens, c'est les trois très très grosses défenses de l'année. Donc moi, je les vois à ce niveau-là et ça va les amener en playoff à mon sens et après on verra. Oui, et pour nourrir des défenseurs des Texans, des Broncos et Une des giga Seahawks, table. ouais, il faut une énorme table. Il faut une énorme table, mais ouais, je veux pas voir ce repas-là. Les Seahawks qui profitent de la défaite des Rams aussi, hein, pour se replacer en tête en tout cas égalité de cette NFC West. Je vais y arriver. Tu disais les playoffs, sont en bonne position, ils peuvent la gagner, cette division. Oui, 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 ils peuvent la gagner. Si je dis pas de bêtises, en plus, ils ont encore un match contre les Rams. Donc, mine de rien, c'est un match contre les Rams et je crois encore un contre les 49ers, si je dis pas de bêtises. Les Rams, j'en suis sûr. Donc, oui, ils peuvent encore la gagner, clairement. On va essayer de regarder pendant que tu fais des claquettes et que tu discutes un peu de table le calendrier des Seahawks parce que bien entendu je ne me l'étais pas noté. Mais c'est vrai que ces Seahawks-là, ils sont à 9 victoires, 3 défaites comme les Rams. Et donc leur calendrier, ce sera donc les Falcons la semaine prochaine. Ça, je me l'étais noté, j'aurais pu le dire pour gagner du temps. Ils recevront ensuite les Colts, ils recevront les Rams, ils iront aux Panthers et ils iront aux 49ers. C'est pas facile comme calendrier.
Hmm. Ils seront dans tous les matchs parce que c'est une grosse équipe. Mais à part la semaine prochaine, les 4 derniers matchs seront costauds. Mais comme tu l'as dit, ils ont leur calendrier, en tout cas, ils ont leur destin entre les mains. Les Vikings, eux, recevront les Commanders la semaine prochaine. Et on va rester dans cette NFC West, justement, parce que on va parler des 49ers qui n'ont tremblé qu'une demi-heure face aux Browns. San Francisco ne menait que 2 points à la pause avant de s'envoler en deuxième période. Ils sont finalement imposés 26-8. Ils étaient face à une grosse défense, mais ils ont été sérieux. Ils n'ont pas perdu de ballon. Ils ont profité des erreurs adverses. Ça aurait pu être un match piège pour San Francisco, mais ils ont été plutôt tranquilles. Je te vois sourire. Est-ce que c'est typiquement le match des Browns où il faut que je dise que la défense a tenu, que l'attaque n'a pas réussi à faire le boulot, qu'elle a craqué et que finalement ils perdent le match? Oui, oui, ça ressemblait à ça, effectivement. Non, mais pour revenir du coup aux 49ers, ce que tu mentionnais en premier, je te rejoins, ils sont sortis d'un match piège face à une très grosse défense. Je trouve les bonnes nouvelles, on va dire, de ce match, c'est quand même un Brock Purdy qui m'a semblé mieux que la semaine dernière en termes de lancer, de précision, de vélocité dans les passes. On en avait discuté la semaine dernière, ça nous inquiétait un peu. En tout cas, c'était à surveiller. Là, c'est revenu à bon niveau. Et ils ont été bons sur le pass rush, ce qui est quand même pas souvent le cas cette année du côté des 49ers d'être efficace sur le pass rush. Donc c'est quand même pas mal de se rassurer sur des points qui posaient question face à une équipe plus faible. Ça permet quand même de se remettre en jambe, je trouve. Ah oui, tu l'as dit, c'est vrai que les statistiques de Brock Purdy sont pas incroyables quand on les regarde comme ça. 16 sur 29, 168 yards, un touchdown et un touchdown au sol. Mais c'est vrai qu'il a été plus précis. Tu l'as dit, il se rattrape bien d'un match qui était vraiment pas très bon lors Mm. du Monday Night Football face aux Panthers. Donc c'est vrai que c'est rassurant. La défense a été plutôt correcte. Les équipes spéciales aussi ont été bonnes pour les 49ers. Ça a donné 3 touchdowns, notamment en tout cas, ça a donné 3 drives assez courts pour les 49ers pour marquer leur touchdown. C'est pour ça qu'ils ne gagnent pas non plus beaucoup de yards. Ils n'avaient pas beaucoup à faire. De l'autre côté, Shader Sanders, qui avait été confirmé en tant que titulaire, comment on l'a trouvé? J'ai l'impression, c'est vrai que cette attaque n'a pas beaucoup avancé, mais il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, il n'y a pas d'interception. Alors il prend 3 sacs, mais c'est pas forcément toujours de sa faute. Il met un peu de temps à lancer peut-être. Mm. Tu l'analyses? Oui, un peu comme toi. Je trouve qu'il met un peu de temps à lancer quand même. Alors après, j'ai pas revu en détail chacun des snaps et des fois, tu as l'impression que le quarterback met du temps, mais il y a vraiment aucune solution et En tout cas, je te coupe, mais statistiquement, en tout cas, il est à 3,37 secondes pour c'est lancer. beaucoup. C'est la plus longue moyenne depuis 3 ans pour les Browns, hein, juste pour les Browns. Donc autant dire qu'ils n'ont pas eu que des quarterbacks fantastiques depuis 3 ans. Et c'est la plus longue moyenne Ouais. pour lancer. Bon, 3,37, c'est quand même vraiment beaucoup. Faut qu'il apprenne. Après, il en est à 2 titularisations. Faut qu'il apprenne qu'en NFL, il faut se débarrasser de la balle beaucoup plus rapidement, quitte à ce qu'elle aille en touche. Faut accepter de perdre un down en NFL. C'est mieux qu'une interception débile ou qu'un sac. Donc, non, j'ai trouvé son match moyen. Peut-être même un peu mieux que la première titularisation. Voilà, après, ça demande encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je l'ai trouvé un peu mieux, ouais. Je l'ai trouvé un peu mieux. J'avais été dur avec lui un petit peu. Je l'ai trouvé un peu mieux. Il prend que 3 sacs. Donc après, c'est vrai que le pass rush en face n'est pas incroyable, mais il prend que 3 sacs. C'est qu'il garde le ballon, mais il arrive à sortir de la poche pour au moins essayer de créer. Alors après, Hmm. comme tu l'as dit, il va apprendre. Après, c'est vrai qu'il n'y a que 76 yards après la mi-temps. Ça, c'est peut-être pas. Il va falloir travailler sur ça. Les ajustements, notamment des 49ers, ont fait mal. Et puis juste une statistique pour terminer. C'était le 19e sac de Miles Garrett. On va continuer de suivre un petit peu parce qu'il pourrait battre le record qui est à 22 et demi si je me trompe pas. Ouais. Donc le record de Strahan et de TJ Watt à égalité. Donc 19 sacs pour Miles Garrett, c'est plutôt pas mal. Ils joueront les Titans la semaine prochaine. Donc il peut arriver la semaine prochaine le record, hein. Il peut c'est ce que j'étais en train de me dire, il peut tomber la semaine prochaine, hein. Et là, le record, alors il faudrait 3 sacs et demi. Ça peut, hein, il a déjà fait des matchs à 4 sacs. Et là, ce serait un record après 14 semaines. Il n'y aurait même pas d'histoire il y a un match en plus, il y a une semaine en plus. Là, ce serait rideau. Pour les 49ers, c'est une semaine de repos pour eux, qui joueront aussi les Titans, mais dans 2 semaines. Comme ça, vous avez le calendrier des Titans pour les 2 prochaines semaines. Vous le saurez. 49ers qui sont toujours en course aussi pour la division, hein, parce qu'ils sont à 9-4. Ils ont eu des hauts, des bas, ça a été un peu moyen, mais ils ne sont plus à un match, une victoire potentielle virtuelle si les Seahawks et les Rams gagnent la semaine prochaine. Ils seront qu'à un match de ces deux équipes-là. Donc c'est à voir. Le dernier match de la semaine, c'est un match entre New York et Atlanta, les Jets et les Falcons qui se sont rendus coup pour coup dans une rencontre qui a été spectaculaire, qui a été un peu plus impressionnante que incroyable en termes de niveau de jeu quand même. Il y a eu 6 touchdowns en tout, un field goal chacun jusqu'au dernier field goal de 56 yards des Jets pour gagner le match.
Ça va un peu mieux pour les Jets, on a l'impression quand même. Oui, oui, ça va un peu mieux. Il y avait eu déjà cette défaite encourageante, on va dire ça comme ça, face aux Ravens, où vraiment ils étaient pas, c'est pas si loin de surprendre Baltimore. Là, ils enchaînent sur une victoire contre un adversaire qui était peut-être sur le papier quand même un peu meilleur qu'eux, on va dire, sur le papier en tout cas, et qui aurait dû leur poser plus de problèmes que ça. Et malgré tout, ils vont le chercher. Ça fait 3 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Jets. Aaron Glenn semble avoir son vestiaire clairement derrière lui et rien lâcher. Donc pour lui, on va dire, sur sa première année de coaching, c'est quand même important de relancer la dynamique. Et ce que je trouve également assez intéressant du côté des Jets, c'est quand même le duo de jeunes receveurs qu'ils ont fait venir là, Adonai Mitchell et John Mechie. Quand Garrett Wilson va revenir de blessure, t'as un trio qui est jeune et qui est franchement pas inintéressant pour les Jets, qui partaient de loin cette saison en termes de receveurs, je trouve. Et ils ont réussi un peu à remodeler l'effectif en cours de saison et c'est pas si mal. Adonai Mitchell, c'est 8 réceptions, 102 yards, un touchdown sur ce match-là. On a un Brice Hall qui est plutôt bon aussi avec 19 Oui. 68 yards et un touchdown. Donc c'est vrai que c'est plutôt de bon augure. Alors Tyrod Taylor n'est pas forcément le quarterback du futur, mais on voit qu'il se bat, qu'il a du caractère aussi pour cette équipe, notamment sur son touchdown à la course dans le quatrième quart-temps. On l'a vu aller arracher le touchdown. Et je suis assez d'accord avec toi, ça montre que cette équipe-là, elle n'a pas lâché son coach. À l'inverse, et on en parlera peut-être tout à l'heure de Raheem Morris, mais pour les Falcons, c'est très compliqué dans ce match-là. Je l'ai dit, ils prennent ce field goal à la dernière seconde, quasiment. Non, c'est la dernière seconde. Mais il faut Mm. savoir qu'ils ont le ballon à moins d'une minute de la fin dans ce match-là, juste avant. Ils font un troisième et out très rapide qui prend que 22 secondes sur le chrono. Ils rendent le ballon, ils prennent un drive justement qui amène les Jets à 56 yards pour le field goal. Il y a des drops, il y a des pertes de balles. On le rappelle en plus, parce que c'est ça aussi qui va déprimer les supporters des Falcons, ils n'ont pas leur premier tour de draft l'année prochaine qui va aller aux Rams. Donc c'est vraiment, il y a pas grand-chose à retirer là sur la fin de saison des Falcons. Non, il n'y a pas grand-chose. Et tu me permettrais de préciser que le dernier drive des Falcons, quand tu dis qu'il leur reste 1 minute, c'est enfin, qui rendent le ballon en 20 secondes, c'est 3 passes de suite tentées. Il y a même pas une course pour Bijan Robinson pour faire un peu baisser le chrono, pour donner le ballon à ton meilleur joueur. Donc, ouais, c'est vraiment très compliqué, je trouve, du côté des Falcons. J'ai l'impression que, à minima, à mon sens, hein, à minima, le coordinateur offensif, Zach Robinson, va sauter. Si Raheem Morris saute pas, je pense qu'il va faire sauter son coordinateur offensif. Mais c'est vrai que c'est une équipe assez décevante parce il y a quand même plus de talent que ce que ça montre à mon sens. Donc c'est un souci de coaching. Donc ouais, c'est assez vraiment saison ratée totalement par les Falcons. Alors certes, Kirk Cousins était à la tête de cette attaque, Michael Penix, on l'a dit, est blessé, mais c'est vrai que c'est compliqué. On donne pas le ballon à Bijan Robinson qui est à 193 yards sur ce match-là, 142 à la course, 51 dans les airs. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Et c'était ma question. Est-ce que Raheem Morris, alors à minima il a chaud, oui, mais est-ce que tu penses que c'est sa dernière saison à la tête des Falcons? C'est pas improbable. En tout cas, faut voir comment ça se termine, mais si, ouais, je pense qu'il va sauter. Est-ce que tu veux qu'on termine, parce que je sais que t'aimes bien, est-ce que tu veux qu'on termine en parlant de James Pierce Jr. et Jalen Walker qui sont à 5 sacks tous les deux, qui sont les rookies des Falcons, je sais que c'est le seul petit espoir des Falcons actuellement. Et on termine sur une bonne note pour les Falcons, on parle de ces deux joueurs-là, ou en tout cas on les évoque. Oui, bah comme tu dis, on va dire peut-être pour adoucir quand tu parlais de la tristesse des fans des Falcons, qui n'auront pas leur premier tour de l'an prochain. Disons que le premier tour qu'ils ont misé cette année, ils l'ont misé sur James Pierce Jr., qui a l'air d'avoir le potentiel d'un vrai pass rusher numéro un. Donc s'ils l'ont trouvé avec ce choix-là, écoute, je trouve que l'addition est peut-être un peu moins salée. Ils ont au moins une défense prometteuse pour l'année prochaine, mais je trouve que c'est déjà en fait un peu le cas cette saison, donc c'est pour ça que je reviens sur le coaching. Mais non, non, mais en tout cas, ils ont déjà trouvé des pass rushers et ça faisait tellement longtemps du côté des Falcons qu'il n'y en avait pas que c'est déjà une belle victoire. C'est seulement la deuxième saison pour Raheem Morris, donc à voir si il va être remercié à la fin de la saison. En tout cas, ils sont à 4 victoires, 8 défaites. À voir aussi, ils peuvent toujours finir en positif, mais il faudrait gagner les 5 prochains matchs. À voir aussi l'ampleur de la mauvaise saison, ou s'ils vont un Mm. petit peu limiter la casse, comme sont en train de le faire les Jets, qui sont à 3-9. Et ça, en début de saison aussi, c'était difficilement imaginable. Les Jets, donc, qui recevront les Dolphins, et les Falcons, qui recevront les Seahawks la semaine prochaine. Bon courage. Mm. C'est ainsi que se termine l'épisode 947 du podcast Touchdown Actu. Merci beaucoup
beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Raph d'avoir été là encore une fois sur un back-to-back cette semaine, hier et aujourd'hui. On reprend une semaine classique la semaine prochaine avec des équipes au repos, ce qui va nous amener tout doucement vers Noël. Là, on est sur le sprint final. J'en parlais avec Victor en vendredi. Là, on est véritablement sur le sprint final. La plupart des équipes, Mm. il reste combien? Ça fait 12 matchs. Il reste 4 matchs, 4-5 matchs pour la plupart des équipes, sauf pour celles qui sont bon, non, 4-5 matchs d'ailleurs, je crois, hein, que c'est ça pour tout le monde. Ouais, ouais, écoute, mais je sais pas si les Patriots sont contents d'être en bye week en semaine 14. Est-ce que c'est pas un peu tard? Ça casse pas Alors, un peu une dynamique? je sais pas. Alors moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Ça permet de régénérer tard dans la saison. Possible. Alors, ça aurait pu casser une dynamique s'ils avaient commencé vraiment la saison de manière très mauvaise et qu'ils avaient enchaîné 3-4 victoires en se disant, Hmm, ah, est-ce qu'on peut relancer une dynamique? Là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'ils ont la c'est confiance. vrai. La fin de leur calendrier de la suite est pas trop mal. Les 49ers aussi sont contents, je pense, d'avoir cette bye week aussi pour essayer de rentrer des joueurs. Non, habituellement, je trouve que la bye week tard dans la saison, c'est plutôt bénéfique, je trouve, pour pouvoir relancer cette dynamique et être un peu frais physiquement. Ça ne veut pas dire toujours grand-chose, mais moi, je suis plutôt d'avis de la bye week assez tard. On va regarder, doit bien y avoir une stat qui traîne sur le nombre d'équipes championnes avec une bye week en semaine 14. Doit y avoir. Je te donne ce défi-là de chercher ça pour Ouais, la je semaine vais, prochaine. je Je vais crois qu'on chercher est ça. ensemble mardi, mais n'hésite pas. N'hésite pas, tu pourras même la tweeter. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Je le répète, hein, comme d'habitude, à aller sur YouTube et s'abonner aussi parce que il y a les podcasts généralement un petit peu plus tôt si vous êtes pressé. Sinon, surtout vos applications de podcast avec beaucoup d'actu. Là, demain, il y aura la preview, il y aura encore Roulet Jeunesse, la fantasy, voilà, tout ce dont vous avez l'habitude. Et puis, on va rentrer tranquillement dans cette semaine 14. Et puis nous, on se dit à très vite. Raph, je crois que c'est pour toi lundi prochain. Et puis pour moi, ça sera mardi prochain. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now?